Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je compte faire une vidéo sur ma propre pomme parce que en fait j'en ai un peu, je suis un peu lassé en fait depuis des années et des années de recevoir des accusations en extrême droite, de dire que je suis un affreux réac, un crypto-fasciste et tout un tas de conneries encore sur mon compte. Ça a démarré il y a des années, ça se poursuit aujourd'hui et je voulais d'abord pour une fois parler un peu de ma gueule, sur recommandation de ma compagne qui insiste pour que je dise quel a été mon parcours tant humain que politique dans la vie, mais aussi pour recadrer certaines choses et puis vous laisser l'occasion cette fois-ci de me poser des questions pour vérifier si je suis réellement d'extrême droite ou pas. Donc je vous propose d'abord de commencer un petit peu par ma trajectoire humaine. Ça expliquera peut-être quelle est ma trajectoire politique ensuite, puisqu'elle est arrivée sur le tard. Donc à la base, j'ai grandi en banlieue parisienne. Je suis né à Vitry-sur-Seine, un 6 janvier 1980, jour de l'épiphanie. Et j'ai grandi dans une cité où j'étais, moi, la minorité visible dans ce quartier-là. Et j'ai continué ensuite de grandir à Bonneuil-sur-Marne, une autre ville du Val-de-Marne. Oui, je sais que l'écran est dégueulasse, ça restera comme ça. Alex. Donc j'ai grandi dans ces coins-là et à la banlieue, je peux revendiquer bien la connaître. Oui, Anthony, on mange bien à la campagne et puis surtout, ma compagne est une excellente cuisinière. Je commence même à grossir un petit peu, il faut que je fasse gaffe. Donc voilà, j'ai grandi en banlieue. Et quand j'étais petit, j'étais déjà un peu à la marge, pas seulement parce que j'étais la minorité visible dans mon quartier, mais surtout parce que j'étais un garçon très timide, très introverti, qui en fait lisait beaucoup. Je lisais très vite quand j'étais tout petit, parce que ma famille avait bien détecté que je m'intéressais beaucoup aux sciences, à la nature et des choses comme ça, m'offrait des encyclopédies, de la littérature de vulgarisation scientifique, et puis je dévorais tout ça. Quand je suis arrivé, alors j'ai fait des études de forestier, je me suis fait virer de mon lycée agricole en première année de BEPA agricole pour devenir forestier, parce que j'ai fracassé une porte coupe-feu de mon internat. J'étais pourtant très bon dans mes résultats scolaires, mais le directeur d'établissement n'avait pas jugé opportun de me maintenir dans mes études, ce qui fait que j'ai sacrifié la possibilité d'aller plus loin. Je suis toujours en phase avec la nature. C'est d'ailleurs ça qui explique mon engagement bien plus tard. Mais en fait, à l'époque, je m'intéressais, donc quand j'avais à peu près 20 ans, toujours aux sciences, toujours aux technologies, et puis surtout à une grande question qui se posait déjà dans les années 90, qui était la question des matières premières, du pétrole en particulier, mais on nous l'orientait sous l'angle du débat sur le climat, qui est un faux débat. Je ne vais pas m'en expliquer ici pourquoi, mais le vrai débat est la question de notre dépendance au pétrole. Et je suis devenu routier par la suite, j'ai eu une expérience aussi militaire, j'ai fait d'autres boulots comme monter des chapiteaux, comme commercial, enfin j'ai fait pas mal de choses. Et j'ai surtout été routier pendant pas mal de temps. Et je vois bien ce que consomme un camion. Et puis je vois bien ce que ça fait d'aller importer des tas de produits que l'on pourrait produire en France et que l'on ne produit plus en France parce que justement il n'y a plus de régulation commerciale aux frontières. Et donc voilà, entre 20 et 30 ans finalement je m'intéresse pas tellement à la politique, je continue juste de m'éduquer. Et je suis chauffeur routier à ce moment-là, chaque fois que j'ai une pause, que j'ai du temps, je bouquine. C'est vers l'âge de 29-30 ans que je commence vraiment à me dire bon c'est pas bon quoi, on est toujours dans le même délire. Les tenants du pouvoir n'ont pas l'air de voir que d'ici quelques dizaines d'années nous allons clairement manquer de pétrole et que des gens vont avoir extrêmement faim dans notre pays puisque nous sommes totalement dépendants pour le simple fait de manger du pétrole. Si les camions ne roulent plus pour nous ravitailler en nourriture, il va y avoir comme un énorme problème et je ne vous parle même pas des guerres que cela pourra susciter. Donc je commence à m'intéresser un peu aux gens qui sont hostiles au libre-échange et à toutes ces conneries-là. Et à l'époque, il y en avait que deux qui m'intéressaient, c'était Jean-Luc Mélenchon et puis Nicolas Dupont-Aignan. Alors j'étais déjà très en phase avec les idées de gauche et la vraie gauche radicale, hein.
mais je comprenais pas le Parti socialiste, je voyais que des libéraux là-dedans. Je comprenais pas Mélenchon sur le fait qu'il était capable d'être critique avec l'Union européenne en nous expliquant que le gros de nos problèmes de libéralisme, d'ultralibéralisme, ça venait de là, mais il voulait pas dénoncer l'euro, il voulait absolument garder ce truc-là. Donc je me disais, il y a quand même un problème. À l'époque, le seul qui commençait déjà à taper sur l'euro, c'était Dupont-Aignan. Et c'est à cette époque-là aussi que j'ai découvert François Asselineau, j'avais 30 ans, donc en 2010-2011. Et pour la première fois de ma vie, je me suis investi dans un parti politique. Ça a duré un peu moins de 2 ans parce que j'ai compris que dès qu'on proposait en fait quelque chose d'un peu militant à M. Asselineau, des choses qui étaient dans l'opérationnel, on avait un blocage. J'avais proposé à l'époque d'animer, enfin de créer un journal militant pour le parti. Ça a été refusé. J'avais proposé un ensemble d'actions qui pouvaient être symboliques ou en tout cas assez percutantes, et c'était toujours refusé parce que M. Asselineau avait peur du bad buzz qui puisse entacher l'UPR, sous-entendu entacher sa propre image de politicien puisqu'il tient à son image. Et ça, c'est quelque chose que je vais découvrir avec les années, c'est que c'est pas qu'à l'UPR, c'est partout. La question de l'image, toutes les personnes qui sont fortement politisées, qui prétendent à un mandat, se soucient plus de leur image que des idéaux qu'ils défendent. Donc j'ai claqué la porte de l'UPR début 2013 de mémoire, après la campagne électorale de 2012, où j'ai turbiné pour essayer de trouver des signatures vers les mairies, et puis quand on se fait raccrocher au nez par des maires, qu'on voit une censure forte au niveau des médias, je voyais tous ces problèmes-là, et puis je me disais, si l'UPR, à travers Asselineau, ne veut pas être plus percutant, on ne va pas s'en sortir. Ensuite, je me suis dit, voilà, je suis quand même très à gauche. J'avais déjà fait connaissance avec le pôle de renaissance communiste français, et puis ce qui à l'époque était le MPEP, le mouvement d'émancipation pédagogique et populaire, et qui est devenu le PARDEM aujourd'hui. Et puis j'ai milité au PARDEM. Je me suis dit, c'est quand même, il y a une expérience militante dans la gauche, je suis plus en phase avec ces idées, et puis eux aussi sont pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro, ça me va mieux. Et c'est aussi à cette même époque que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à des sciences sociales qui ne m'intéressaient pas à l'époque, c'est-à-dire à l'histoire, la philosophie. Et à nouveau, j'ai bouquiné. Et puis il y avait quelque chose que j'avais remarqué et qui est devenu une intuition. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est une vérité, mais disons que ça a été une intuition. J'avais constaté que le Royaume-Uni et puis les pays scandinaves avaient refusé d'entrer soit dans l'Union européenne, soit dans l'euro complètement. Donc je me disais, tiens, c'est bizarre, des monarchies qui sont d'ailleurs très très bien classées sur l'Index of Democracy, la Norvège qui est une monarchie, est considérée par cette publication éditée par une revue économique anglaise qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui fait ses études à partir de critères qui sont relativement objectifs. La Norvège, donc, qui est une monarchie, est considérée comme la première démocratie au monde. Alors, la Suisse est bonne deuxième, et puis d'autres monarchies scandinaves suivent le peloton avec les Pays-Bas, qui est aussi une monarchie du reste. Donc voilà, je me disais, il y a un truc avec ça, et ça mérite qu'on s'y intéresse. Et je suis un démocrate, donc je signifie par là que pour moi le peuple, chaque citoyen doit pouvoir disposer du droit d'initier lui-même les lois, les voter directement et avoir la main mise sur notre représentation politique, parce qu'être démocrate ne signifie pas s'affranchir d'une représentation, mais simplement avoir au moins la main, que ce soit pour placer des représentants ou les défaire si jamais ça ne va pas. Donc je suis un pur démocrate. Et donc le fait quand j'entendais ce qu'on appelle les royalistes en France, ça ne me plaisait absolument pas, et je suis toujours pas du tout d'accord avec ces gens-là qui sont plutôt des identitaires, souvent branchés par le catholicisme, et qui veulent restaurer en fait une autre oligarchie en disant on va aller rechercher les aristos qui descendent des Bourbons pour les rétablir en tant que monarque. C'est absolument pas ce qui m'intéresse. Moi, dans les idéaux que j'ai développés, que j'ai rédigés, j'ai bien précisé qu'il s'agissait de trouver des gens qui étaient reconnus pour leur sagesse, leur philosophie, qu'on élirait en tant que souverain,
qui pourrait défaire les gouvernements, être le dernier maillon militaire en cas de sérieux problèmes, mais qui ne ferait pas de politique et que l'on pourrait défaire par référendum. Donc je vois pas ce qu'il y a de... Voilà, les vrais royalistes disent que je suis un républicain. Ceux qu'on entend là, ceux qu'on voit tout le temps, l'Action française, ces gens-là, pour eux, je suis pas du tout de leur bord. Hein. Eux, ils considèrent que je suis un républicain pur jus. Et les républicains pur jus, les gauchistes, eux considèrent que je fais partie de la mouvance Action française, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisque autant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, on ne peut pas m'encaisser. Alors c'est vrai que j'ai un discours iconoclaste et une pensée qui est très singulière, mais à mon sens, je ne suis absolument pas d'extrême droite, je suis à la base décroissant, écologiste et socialiste. Ça, c'est mes vrais fondamentaux. Donc j'ai continué comme ça mon petit bonhomme de chemin. J'ai découvert que en fait dans la gauche radicale au Pardem, c'était pas mieux quoi. On refaisait beaucoup le monde mais on ne militait pas à proprement parler. Et puis j'en ai eu marre. J'ai fondé un journal qui s'appelle Poil à gratter. J'ai initié ce que j'appelle une révolte monétaire en proposant en fait à tout le monde de nous attaquer au symbole de souveraineté que c'est accaparer l'Union européenne à travers notre monnaie, en disant c'est simple, le jour où on sortira de l'euro, le gouvernement, comme il aura la tâche de nationaliser les banques en urgence et de distribuer des tampons à toutes les agences bancaires pour rétablir le franc sur les billets de banque afin de distinguer les marques, les lires, etc. du nouveau franc, tant qu'on est encore dans l'euro, si jamais on n'a pas des billets tout neufs, tout prêts, on peut faire tout simplement ce que le gouvernement ne fait pas. Donc j'ai commencé à distribuer des tampons francs pour franciser la monnaie. De la même façon, je me suis attaqué à un autre symbole de l'oligarchie, des tenants de l'Union européenne, en initiant la révolte sur les drapeaux européens. Je l'ai montré pour donner exemple, en fait pas pour me montrer moi, pas pour me faire mousser, mais simplement pour dire voilà, c'est assez simple de décrocher des drapeaux européens, ça leur fait mal au cœur, ils y tiennent tant que ça, ces putains de torchons, décrochons-les, surtout qu'ils ne sont pas voisés quand même sur les écoles publiques, pas seulement sur les mairies et places publiques, mais carrément sur les écoles publiques. Donc il s'agit d'européiser nos gamins, il n'y a pas plus fascisant et... moi, ça me fait très clairement penser à l'ère du nazisme et du soviétisme où on faisait strictement la même chose. Hein. Les tenants de ces régimes-là voulaient absolument instiller leur propagande politique jusque dans les écoles. Ils voulaient nazifier les gamins, ils voulaient les soviétiser en fonction des endroits où ça se passait. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose. On veut les européiser. Donc l'Union européenne, clairement pour moi, c'est du fascisme, hein, c'est une dictature. Je me suis battu à travers ça. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai commencé à comprendre aussi que les médias c'était le cœur nucléaire de l'oligarchie, puisque les oligarques peuvent librement aller dans les médias, se répandre de leurs slogans, mais par contre on va censurer toutes les élites intellectuelles de notre pays qui ont un discours alternatif à proposer et qui ne sont pas nécessairement en plus des gens qui prétendent à un mandat. Donc il y a des gens que l'on commence à découvrir seulement maintenant, qui étaient censurés, il y en a plein d'autres dont on ne parle quasiment pas. Pourtant des gens qui sont appréciés dans notre microcosme intellectuel, je sais pas, je peux penser à Jean-Claude Michéa par exemple, c'est un type que j'aime bien, on l'entend pas dans les médias, pourtant il a des choses très intéressantes à dire. Je pourrais citer plein de personnalités comme ça qui peuvent nous éveiller sur des tas de points de vue. On peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, ils ont des choses à dire. On les entend pas. Par contre, BHL, Attali, etc., ça, il n'y a pas de souci. On les entend constamment. De même que les politiciens qui sont en train de nous enfoncer dans le trou. Donc, j'ai commencé depuis 2015, en fait, pratiquement tous les mois, voire toutes les semaines, on a manifesté devant les grands médias. Et le but, en fait, c'est que petit à petit, à force de faire voir cette logique de travail, qu'il y ait de plus en plus de monde, on finisse par être des milliers de façon assez régulière chaque fois qu'il y a un événement devant les médias qui est organisé, au point que l'on soit capable de dire, maintenant on le fait tous les jours. On les assiège directement, comme ça, dès qu'il y a un journaliste qui descend fumer sa clope et boire son café, il aura des milliers de perdus tous les jours face à lui, ça va quand même lui mettre la pression. Donc avec ça, on est capable de négocier du temps d'antenne pour que les Français puissent accéder enfin à une ligne éditoriale qui diffère, parce qu'on en reprendrait le contrôle, notamment au niveau des médias publics que nous payons avec nos impôts, et permettre à des gens qui sont censurés ou diffamés de pouvoir enfin s'exprimer, puis aussi au peuple lui-même
enfin voilà, des petites gens de s'exprimer. Il se trouve que sur 2 années différentes, j'ai marché avec un camarade anarchiste que je salue ici qui s'appelle Sylvain Nisol. On a marché à travers la France, entre Clermont-Ferrand et Paris, et puis la seconde fois entre Bordeaux et Paris, en fait, pour aller discuter directement avec les gens de village en village. Actuellement, j'ai dans mon informatique une base de données absolument gigantesque de toutes les entrevues que l'on a faites avec des gens que l'on a croisés partout en France et qui nous ont parlé de politique, avec qui on a discuté de politique. Si j'arrive pas à utiliser cette base de données pour en faire un film, un reportage ou quelque chose, c'est simplement parce que j'ai un vieil informatique qui rame et des logiciels qui rament et j'arrive à rien et ça me fatigue. Donc voilà, et donc les 5 dernières années, je me suis investi complètement dans l'activisme politique au point de moi de me détruire socialement. Je suis tombé au RSA, j'ai perdu mon permis de conduire, donc je ne peux plus être routier. Je n'avais plus de capacité à pouvoir continuer. Et puis honnêtement, être salarié, payer des impôts et puis tout ça pour en fait constater que ça ne sert qu'à nous écraser, à financer leurs conneries, ça m'intéressait plus. Je préférais prendre tout mon temps pour bosser sur l'activisme politique. Donc il n'y avait pas aussi qu'un seul problème de difficulté à travailler, il y avait d'autres points de vue. Je suis vraiment tombé dedans. Depuis peu, j'ai rencontré une gilet jaune avec qui je me sens bien, avec qui je me suis mis aujourd'hui. Et voilà où j'en suis. J'ai repris du peps. J'ai pas beaucoup de temps pour moi parce que j'ai une vie de famille avec 2 garçons à élever, ma compagne à aider qui fait les marchés et puis moi aussi qui ai repris des cultures. Donc là je cultive un certain nombre de légumes en bio et voilà ce que je fais actuellement. Cependant, ça ne m'empêche pas de continuer à travailler sur le plan de l'activisme, mais je suis toujours aussi déterminé. Là, je vous ai fait un peu une synthèse de mon parcours humain et politique, plus politique d'ailleurs. Je vais arrêter là. Ce que je voudrais en fait maintenant vous proposer, c'est quelque chose de plus interactif. Je ne lisais pas encore vos commentaires jusque-là parce que j'essaie de me concentrer sur ce que j'allais vous expliquer. Si vous avez des questions à poser, qu'elles soient liées au fait que je sois supposément d'extrême droite ou pas, c'est le moment. Je vais en profiter juste avant de lire vos questions et d'y répondre pour passer un petit message à Maxime Nicole qui lui m'a accusé d'extrême droite, reprenant donc la prose des talibans Antifa que j'exècre. Écoute Maxime, toi tu as milité pour le Front National en 2015, moi j'ai jamais milité pour le Front National. Jamais. J'ai jamais eu de sympathie pour les identitaires, les rachos, le FN, la famille Le Pen. Toi, oui. Donc, m'accuser d'être un partisan de l'extrême droite parce que tu as quelques crétins autour de toi qui te racontent des conneries et que toi, tu es prompt à écouter toutes les conneries et puis à relayer ces mêmes conneries. Et d'ailleurs, tu as fait plusieurs fois des erreurs. Hein, tu vois, à force d'aimer communiquer, tu aimes bien te montrer. Tu fais des vidéos quasiment tous les jours. Tu aimes ça communiquer. Moi, pas. Moi, je le fais parce que j'ai pas le choix. Mais voilà, je veux dire, c'est nul, c'est débile. Quand toi-même tu as milité pour le FN, n'accuse pas des gens d'être d'extrême droite, surtout si tu n'as jamais discuté avec eux de vive voix pour te faire une opinion. Donc voilà, c'est fait, c'est dit. Je vais désormais lire vos questions et puis y répondre si toutefois vous avez des questions. Je vous remercie au passage pour les commentaires et le soutien que vous me faites, les encouragements. J'avoue que ça m'aide quand même parce que des fois on a quand même pas mal d'occasions de douter en se disant est-ce que depuis autant d'années qu'on se bat comme ça, essayer de faire comprendre certaines choses, c'est vrai que mon langage est souvent juridique, technique, il est opérationnel, j'y mets pas beaucoup de mes émotions, je comprends qu'humainement c'est assez désagréable, parfois ça peut être un peu hard de m'entendre, ça peut être dur. Mais voilà, ça me fait douter assez régulièrement et même ma compagne me dit parfois t'es trop dur dans ton langage, c'est difficile de te comprendre. Voilà, je vous remercie de votre soutien parce que même si on n'est pas très nombreux au final, qu'on est une petite communauté, je me dis que finalement j'ai peut-être raison de continuer à être comme je suis. Titi, si tu me dis qu'il a écouté Sophie Tissier, ça m'étonne pas, c'est l'extrême gauche de Nuit Debout qui essaie de troller le mouvement.
Voilà, si Maxime Nicole s'intéresse à ce qu'elle dit. Tiens, je suis étonné que Sophie lui ait pas renvoyé dans les patounes que lui il a milité pour l'extrême droite. Ça a pas l'air de les chagriner les petits gauchistes qui balancent leur fatwa constamment et qui accusent tout le monde d'être d'extrême droite. Là d'un coup Maxime Nicole, bon, il a milité pour le FN, mais voilà, ça les embête pas tellement. Je vous propose du coup là cette fois-ci de réagir à vos commentaires et questions, si vous avez des questions toutefois, sinon je traînerai pas trop longtemps. Alors Yolande, tu me dis ils ont tout détruit, ils ont enterré les mouvements des gilets jaunes, vu qu'ils n'avaient aucun but, ils sont encore dans le rêve ado. C'est bien ce que je pense, ce sont beaucoup d'idéologues. France, tu penses quoi pour la suite du mouvement? En fait, on constate déjà que la mobilisation commence à s'étioler. Quand bien même le ministère de l'Intérieur a tendance à baisser les chiffres parce que ça ne les intéresse pas de montrer des gros chiffres, on voit quand même que ça baisse. Ça baisse parce que les gens en ont marre. Là, manifester pour rien à chaque fois, se faire dézinguer la gueule par des voyous déguisés en flics. Effectivement, au bout d'un moment, je comprends que les gens en aient marre et qu'ils se disent en plus il n'y a rien. Je ferai remarquer, et je le ferai remarquer à nouveau, que depuis le début du mouvement, il ne s'est rien passé de positif. D'abord, Macron n'a jamais été destitué, mais pire encore, nous avons ratifié le pacte de Marrakech, nous avons ratifié le traité d'Aix-la-Chapelle, une loi sur la répression des manifestations qui durcit tout ça a été votée. Nous sommes en train de privatiser les aéroports de Paris, la Française des Jeux et les barrages. Enfin, ça continue, hein, on est toujours dans la descente aux enfers. Donc, on ne va pas dire que le mouvement des Gilets jaunes a obtenu un quelconque gain politique. Rien, nada. Donc, je comprends que pour l'instant, ça se démobilise. Néanmoins, je pense que ça va se transformer et que les gens vont arrêter d'ailleurs de foutre leurs gilets jaunes, qu'il va y avoir de moins en moins de gilets jaunes à proprement parler, mais toujours des manifestants qui seront là. Et qui se diront, bah déjà, si on peut plus être distingué, discriminé par le fait qu'on a un gilet jaune et devenir une cible pour la chasse au lapin, ce sera toujours mieux. Donc je pense que ça va se jouer comme ça, que ça va muter, que ça prend le temps et que constatant d'ailleurs qu'on n'arrive à rien, les gens commencent à être de plus en plus intéressés par les discours alternatifs et puis rentrer à nouveau dans les questions politiques pour savoir comment avancer, parce qu'ils voient bien que jusque là ni ce qu'on appelle les figures médiatiques des gilets jaunes ni bien d'autres personnalités qui sont censées nous encourager ou nous aider ne nous permettent d'avancer. Jérôme me dit reste comme tu es Sylvain, je te suis depuis le début avec Étienne. Je te remercie beaucoup Jérôme. Je vais essayer de remonter un peu vos commentaires en attendant que d'autres s'affichent pour voir s'il y a... Brigitte, tout mon soutien comme d'hab, je suis très heureuse pour toi, tu as raison d'être comme tu es. Je te remercie beaucoup Brigitte. Yolande, Maxime Nicole ne sert à rien, ils sont stupides. Je ne sais pas s'il sert à rien, mais disons que pour l'instant il n'utilise pas correctement sa portée médiatique, ou du moins il a ses fonctions de ce qu'on va lui dire. Je sais pas, je pense pas que ce soit un mauvais bougre, mais qu'il est très mal conseillé et qu'il n'a pas compris en fait quel rôle il peut avoir en ayant une petite portée médiatique qui peut aider en fait des tas de gens comme nous. Enfin, pas seulement moi, hein, mais des tas d'autres gens qui ont des propositions alternatives qui peuvent peut-être nous aider. Josette, oui, il est difficile d'organiser des actions, les gens sont fatigués car leur mouvement demeure stérile. On essaie de redynamiser, mais c'est compliqué, je te le fais pas dire. Yolande, carrément, il est toujours en poste, c'est effrayant, si on s'arrête, mais ils vont accélérer la destruction de la France. Bah, complètement, oui, il va falloir vraiment virer ce trou de cul qu'est Macron. Tiens, d'ailleurs, je constate que... ça me fait réagir là parce que je suis quand même assez virulent dans mes publications sur Macron, l'oligarchie, etc. Et j'ai jamais été inquiété, j'ai jamais été censuré. Par contre, des tas de gens m'ont signalé que lorsque ils partageaient des publications que je pose, ils sont parfois censurés derrière. Et en fait, il y a des gens qui me disent la logique dans tout ça, c'est que si toi tu te fais pas censurer, si on t'emmerde pas, c'est parce qu'on veut garder un œil sur toi, ceux qui au niveau des institutionnels, quoi, ils veulent avoir un œil sur ce que je peux dire, sur ce que je peux écrire.
mais par contre ils veulent pas non plus que ça se diffuse trop. Donc on va plutôt s'intéresser à aller emmerder ceux qui peuvent partager mes publications, mais moi on m'attaque pas. C'est con parce que j'aimerais bien ferrailler sur des procès comme ça qu'on m'attenterait. J'aurais des choses à dire, mais c'est con. Ah, Macron, je t'emmerde, je t'encule, t'es qu'une petite salope, voilà, je le dis comme ça, tu vois, t'es un traître, t'es un nazi même, hein, j'ai pas peur de le dire. Poursuis-moi, engage des poursuites contre moi. Pareil pour toi, Castaner, t'es la même chose. Poursuivez-moi, je vous en prie, poursuivez-moi. On va s'expliquer devant les tribunaux, parce que moi je suis capable de tenir, de justifier ce que je dis. Alors je vais continuer. Je lis vos commentaires. Hein. Liliane m'explique que alors tout le monde fait des erreurs, surtout quand on est jeune, mais maintenant Maxime revendique le fait d'être apolitique, c'est pas vrai. Hein. Il le répète presque dans tous ses lives. Je suis d'accord avec vos opinions sur la société, j'espère qu'on arrivera à virer Macron et sa clique. Alors déjà, personne n'est apolitique, on est tous des êtres politisés, il faut retourner à la bonne sémantique. Nous sommes non partisans. C'est-à-dire que chacun vient d'officines ou pas idéologiques, politiques, mais qu'on se respecte, on s'accorde le respect mutuel. Depuis que l'extrême gauche est venue troller, ce que j'appelle l'extrême gauche, c'est vraiment les milices, hein, les talibans Antifa, les Black Blocs, etc. Maintenant, on a des procès politiques sur ce que l'on peut penser. Ce n'était pas le cas au début du mouvement, je le ferai remarquer. Aujourd'hui, il ne faut pas être d'extrême droite dans les cortèges, supposément d'extrême droite. Hein. C'est pas parce que quelqu'un est accusé d'extrême droite qu'il est d'extrême droite. Mais si jamais il est taxé d'être d'extrême droite, regardez Vincent Lapierre, qui est tout sauf un maître d'extrême droite, qui a fait sa thèse sur Hugo Chavez, qui a été au Venezuela, qui est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit pour quiconque discute avec lui, ça se sait, c'est pas du tout un... Et qui d'ailleurs peut taper sur Soral de façon très, très méchante, pour peu qu'on lui pose des questions, parce que lui il en sait des choses sur Soral. Et voilà, ce type-là n'est pas d'extrême droite, mais il se fait chasser des cortèges par l'extrême gauche. Qui est d'extrême droite dans ces cas-là? Qui discrimine les gens? Qui est violent? Qui a des comportements fascisants? Voilà, ça c'était pas comme ça au début du mouvement. Je le ferai remarquer à tous les gilets jaunes qui se posent des questions là-dessus. Frédéric posait, j'avais des questions à te poser, tu viens d'y répondre publiquement, caractère, évolution personnelle, très proche, gros soutien. Je te remercie si j'y ai posé. L'image genre Davis Hamilton est très belle, me dit Emmanuel. J'ai pas bien compris ce que tu veux dire, je veux bien des précisions. Nicole me dit bonjour Sylvain, tous les votes comptent, alors votons contre Macron et tous les votes comptent, alors votons contre Macron et il a rabaissé un peu. Je crois pas, parce qu'en fait, à mon avis, je vois les choses comme ça. Vu la propagande, vu le fait que l'électorat de Macron, c'est 10-15% de petits bourgeois qui sont contents de leur vie, qui n'ont pas de problème, qui se disent qu'en fait il n'y a pas de problème en France et qui sont contents que les choses soient comme ça, il va garder son électorat. Malheureusement c'est comme ça. Et puis si vous êtes honnête, vous regardez dans vos propres familles, il y a des pro-Macron, hein, il y a vraiment des pro-Macron. Donc il va se faire ces 10-15% maximum. Les autres partis sont éclatés. La France Insoumise, elle, en fait le Mélenchon, lui, ne fait que baisser hein, d'année en année, d'élection en élection. Je vous rappelle récemment qu'il avait été faire des courbettes à Macron à Marseille. Ses partisans l'oublient. Ils aiment bien idéaliser Mélenchon parce que c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, mais qui nous joue du pipeau. Hein. Il joue du pipeau très bien, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais il baisse. Hein. La gauche, en fait, est morte. C'est pas l'extrême droite qui a monté, c'est pas le FN qui a monté. Le FN n'a jamais réellement monté, c'est la gauche qui est morte. Donc le PS, lui, est dans les limbes. Le LR, qui est la même chose que les démocrates ou le PS, pareil, c'est pas mieux. L'UPR va monter un peu, je pense. Et puis toutes ces listes là qui sont partout vont aussi disperser un peu les voix. Donc en fait je suppose que LRM va avoir quand même quelques sièges. Peut-être que l'UPR aura un siège ou deux, c'est pas sûr, mais c'est pas improbable. Et puis voilà, il va y avoir quelques sièges attribués. Ça va être très ventilé, mais je crois pas que les européennes vont avoir un quelconque effet. De toute façon, en soi, le Parlement européen n'a
n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas proposer des lois. Quand bien même il vote les lois qui sont proposées par la Commission européenne, si le Conseil européen n'est pas d'accord, eh ben, il peut passer outre ce qui a été voté au Parlement européen. Et puis comme c'est tout un tas de conflits d'intérêts, parce que les députés européens viennent de pays différents avec des repères politiques très différents, le Parlement européen n'a rien de concluant, de concret. Il n'y a rien qui puisse être fait par les élections européennes. Donc c'est toujours intéressant pour ceux qui veulent voter sur ces élections de faire chier Macron en votant contre Macron. Je dirais quand même qu'il faut voter aussi contre ses alliés, hein, parce que si vous votez Modem, socialiste ou Modem, ou même les pseudo-populistes, c'est ce qui lui considère être son opposition. Il nous dit d'ailleurs quelle est son opposition, en fait ses alliés. La France Insoumise et le Front National sont aussi les alliés objectifs de l'idéologie de Macron, hein. Donc à un moment il va falloir être clair. Pour moi il n'y a que l'UPR qui est en bonne voie d'être une véritable opposition politique en France. Je renie pas mes convictions et mes idéaux là-dessus. Mais enfin voilà, votez ce que vous voulez, mais vous avez raison, ne votez pas Macron. Par contre, les vrais enjeux, ça va être les municipales. Parce que c'est par le bas qu'on a une chance de réussir des élections déjà, parce qu'on peut tous se présenter, avoir une chance de gagner, constituer des listes, instaurer la démocratie directe au sein des municipalités, organiser des référendums qui soient à portée municipale pour des questions municipales ou même nationales, juste pour emmerder l'oligarchie. On peut se poser des questions nationales en cédant des municipalités que l'on aura prises. Donc c'est dans un an que ça va réellement jouer. C'est ça les élections importantes. Alors je continue de lire vos commentaires et questions. Maxime est crédule car j'ai suivi la personne mais dans l'ombre. Je pense que c'est ça, hein. Je pense pas que ce soit un mauvais bougre, et pareil pour Éric Drouet et puis les autres, je pense que sont c'est pas des méchants, mais qui sont très mal conseillés, qui n'ont pas d'éducation politique assez forte pour comprendre les enjeux, ils ne comprennent pas les institutions, ils n'ont pas étudié les révolutions sur le plan historique ou juridique, en philosophie du droit, ou sur des questions opérationnelles, et malheureusement ils nous amènent au casse-pipe. Donc c'est ça la difficulté, et ils n'ont pas assez d'humilité pour le reconnaître. Par contre, quand on leur dit qu'un tel qui a telle idée sur la question révolutionnaire et l'extrême droite, ah bah, ils sont sensibles à ce genre de propos à la con, parce qu'ils veulent absolument soigner leur image. Quand on est tout le temps à faire des vidéos, là j'en fais une, donc c'est un peu compliqué pour moi d'être cohérent avec ce que je dis, mais pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je communique finalement assez peu et assez mal. Mais quand on fait ça quasiment tous les jours, ne me dites pas qu'il n'y a pas un côté narcissique dans le délire. Voilà, c'est des gens qui s'intéressent à leur image, c'est pas des gens de conviction qui se battent pour des idéaux en se foutant de savoir si on va les accuser justement d'être des droiteux ou pas. Voilà. Alors, je vais lire le reste. Je vous conseille les gilets jaunes constituants, ils ciblent le cœur des problèmes, la racine des problèmes. Commentaire de Evelyne Leroy. Et je vous dis totalement oui. Les gilets jaunes constituants, ça c'est des vrais activistes, des gens qui sont intelligents, qui savent où cibler. Rapprochez-vous de ces gens-là, ils sont beaucoup sur la région parisienne, mais ça s'étend. Moi je connais le plus Wilson, qui est un bon camarade depuis de nombreuses années. Vous cherchez Sirius, j'ai plus la totalité de son pseudo sur Facebook, mais Wilson Pinto, c'est son vrai nom. C'est lui qui anime avec d'autres les gilets jaunes constituants du 91, et ces mecs-là, ces gens-là, parce qu'il y a aussi des filles, vont faire chier les établissements bancaires, vont faire chier les médias, vont faire chier des institutions, ils vont troller les bons endroits. Ça voilà, si vous voulez des bonnes opérations et savoir où aller, que vous voulez être avec des gens sérieux, qui ne vont pas vous amener au casse-pipe, qui ne veulent pas vous amener à confrontation avec les flics, mais par contre vous faire troller les bonnes institutions, suivez-les. Les gilets jaunes constituants, je conseille, et puis je passe mes amitiés à tous les camarades qui font partie de ces groupes-là. Jérôme Audio, Sylvain, tu es un bon dans tes observations, je te remercie. Salut Laurent. Yolande me dit l'UPR serait pas la porte de sortie pour la libération de la France. Je crois pas que la porte de sortie est électorale. Pour moi, en fait, la logique est quand même, je suis un révolutionnaire, donc ça veut dire que je considère qu'il faut destituer Macron et son gouvernement, faire chuter l'oligarchie par un rapport de force qui soit clairement populaire et non pas électoral. En revanche, il paraît évident qu'on ne va pas changer les institutions et la Constitution en 2 temps 3 mouvements. C'est pas parce qu'on a réussi une révolution que tout l'état de droit, toutes les institutions s'effondrent. D'ailleurs, si on veut avoir un minimum de crédibilité auprès des fonctionnaires, des militaires, enfin tous les gens qui tiennent l'appareil d'État, il
faut pas commencer à leur dire on est en train de tout réinventer, on n'a pas on va faire comme on veut. Non, on va suivre les institutions d'une certaine façon, les règles de la Constitution. Il y aura des élections qui seront organisées dans la foulée, parce que si Macron est destitué avec son gouvernement, ce qui se passera, c'est que le président du Sénat reprend la main. C'est l'article 7 de la Constitution qui le prévoit. Et nous, au mieux, ce qu'on peut faire, si on a un peu anticipé la question politique, on impose notre gouvernement de transition, mais qui va être là que pour quelques mois, le temps d'organiser des élections. À ce titre-là, soit à ces nouvelles élections présidentielles anticipées, on a un parti d'opposition qui en a profité pour monter comme l'UPR, soit en fait on a un retournement politique bien plus fort encore avec peut-être la continuité du gouvernement provisoire qu'on aura instauré parce qu'il nous convient, parce que la vision qui est proposée nous convient, ou un remaniement ou quelque chose un nouveau parti qui se sera créé en un peu de temps avec tous les gilets jaunes dedans, enfin tous les gens qui s'étaient insurgés et qui veulent faire quelque chose sans rester dans la logique purement électorale et qui est proposée par l'UPR. Alors je ne sais pas ce que ça deviendra, mais oui, c'est notre évolution qui entraînera certainement une élection libre et non faussée dans la foulée, mais pas l'inverse. C'est pas le système électoral qui va nous permettre une révolution. Faut être dans le bon ordre à mon sens. Sinon, enfin, je veux dire, si l'élection pouvait changer les choses, ça ferait bien 40 ans qu'il y aurait quelque chose de changé. Faut être clair. Valérie Darrière, ok avec vous pour Vincent Lapierre, merci. Rien à commenter. Annette me dit aimer notre pays est devenu suspect et c'est de pire en pire. Moi je pense qu'en fait c'est l'inverse. Là maintenant on peut enfin dire que l'on aime notre pays plus facilement qu'il y a quelques années sans être accusé d'extrême droite. Ça commence à s'apaiser parce que justement l'extrême gauche est en train de mourir dans ses contradictions et les gens sont saoulés par leur fatwa, très honnêtement. Je me souviens d'une anecdote comme ça qui m'avait beaucoup surpris et vraiment fait plaisir. J'étais à Noisy-le-Grand chez ma sœur, en banlieue parisienne, et il y avait une manifestation d'étudiants contre la loi Blanquer, enfin des lycéens, des collégiens et des lycéens. Et ben tenez-vous bien, il y avait des collégiens qui tenaient des drapeaux tricolores. C'est quelque chose qui était inimaginable pour moi il y a encore quelques années. Mais quand des collégiens avaient avec eux des drapeaux tricolores, c'est vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'inverser. Ça prend son temps, mais de toute façon le processus il est à l'échelle de l'Europe. Hein. Il est même à l'échelle des pays occidentaux de façon plus générale. Il y a un retournement idéologique. On a terminé un cycle d'à peu près 50 ans qui pour la France avait démarré en mai 68 on va dire. Et voilà, l'ordre libéral, nihiliste, anti-France, anti-patrie, de façon générale, est en train de crever. Et les peuples sont pas cons, ils voient bien qu'au bout d'un moment ça ne marche pas, ça nous tue, et qu'il faut bien reprendre le contrôle du pays de façon pragmatique, pas de façon idéologique, de façon pragmatique pour pouvoir avancer. Josette, Hamilton faisait des photos avec un effet flou, très beau comme ton image. Ah d'accord, c'est ça l'effet Hamilton. Bon bah écoutez, c'est pas du tout recherché, c'est juste que l'optique de ma caméra est défoncée. Mais écoutez, si c'est sympa, tant mieux. Hein. Bonjour, je viens de prendre la vidéo en cours de route. Tu peux nous refaire un résumé rapide ou une synthèse? Gère, honnêtement, je préfère que une fois la vidéo terminée, que tu prennes le temps de réécouter parce que c'est chiant de se répéter. Je déteste ça et j'ai l'impression de le faire depuis des années. Donc honnêtement, c'est pas que je vais y être chiant, mais je te laisserai plutôt réécouter la vidéo ensuite. Jérôme, Macron 20% je pense et les autres divisés au sein de leur chapelle. Je pense pas qu'il va faire autant, hein. Je pense quand même qu'il va se prendre une raclée. René, quel est le seul moyen pour le peuple de reprendre le pouvoir sur les 15% qui contrôlent l'État? La plupart... Alors, je suis obligé de... Oh là, t'as écrit beaucoup, René. La plupart des candidats à la députation pour l'Europe, pour l'Union Européenne, je préfère que l'Europe, hein. L'Europe et l'Union Européenne, c'est deux choses différentes, vont se rendre compte que leurs actions ne serviront à rien. Pourtant, une solution est possible. Pour les prochaines élections, tous doivent se réunir sur un seul objectif, la proportionnelle intégrale. Oui, mais enfin, la proportionnelle intégrale, c'est quelque chose qu'on décide par la loi. Ça veut dire qu'on aurait déjà un gouvernement ou un parlement qui nous serait favorable, qui voterait une loi pour qu'on ait une proportionnelle intégrale. Donc je continue quand même l'énoncé. Ainsi, tout le peuple de France pourra être à nouveau au gouvernement et peser sur les autres 15% minoritaires. Il suffirait que tous les partis s'entendent pour se partager les 85% de postes de députés en se désistant pour ceux qui acceptent la répartition proportionnelle future.
Les gilets jaunes peuvent accélérer la reprise du contrôle de l'État pour le peuple sans attendre les prochaines élections françaises. Il suffirait que les partis menacent de se joindre aux gilets jaunes et appellent à la grève générale si l'Assemblée n'est pas dissoute. Bah déjà, en fait, si c'était une volonté des partis politiques et des syndicats, ça ferait longtemps qu'ils l'auraient fait. Non, ces gens-là se tirent la bourre entre eux, ils veulent les bonnes places et puis ils continueront de se tirer la bourre entre eux et ils n'aiment pas spécialement les gilets jaunes. Hein. Nous, on est le peuple crasseux qui manifeste, c'est pas leur monde. Donc René, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, tu te rêves là. Frédéric dit Dixit Valéry Giscard d'Estaing himself. Attends, affichez plus. Le Parlement européen a été créé pour valider que les décisions de la Commission Conseil seraient en phase et conformes avec les traités, en aucun cas pour légiférer tel qu'on l'entend. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis c'est vrai que Valéry Giscard d'Estaing, Attali et bien d'autres ont été très précis là-dessus et ne se cachent pas que tout ça est totalement dictatorial et que le Parlement européen est juste là pour donner des apparences de vernis démocratique, quoi. Laurent, ce sont tous les mêmes, ils mangent tous la même gamelle, bien d'accord. Titi, je suis d'accord pour le vote anti-Macron pour ceux qui votent, tout à fait. Yolande, Mélenchon et Macron font la paire, ils détestent la France viscéralement, des vidéos le prouvent. Ça, c'est plus que clair. Jérôme dit que les municipales sont un objectif impératif. Je suis en totale osmose. Et commencez déjà à vous préparer, hein, à vous renseigner sur votre commune. Voyez les gilets jaunes qui sont pavoisés sur quelques devantures de maisons. Allez au contact, proposez de faire une liste, de travailler à quelques idées. Et franchement, c'est quelque chose à faire. Mais ayez au moins le point de vue objectif, quels que soient les... parce que chaque municipalité a ses propres besoins, ses propres difficultés à résoudre. Parlez au moins d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne, enfin communale. C'est prévu déjà par la loi, il y a déjà une loi qui l'autorise, mais de l'étendre aux questions politiques nationales depuis la commune, d'ouvrir la salle municipale tous les jours ou tous les week-ends à minima pour que les citoyens, les administrés de la commune puissent venir débattre et discuter, proposer des lois, enfin voilà. C'est, je pense, sur l'angle démocratique qu'il faut constituer des listes municipales. Et il faut y aller, hein, faut pas avoir peur. Moi, clairement, je vais y aller. Je suis pas sûr qu'on n'aura pas déménagé d'ici un an, donc j'attends de voir exactement où je serai positionné, mais je compte clairement y aller. Evelyne Leroy. Oui, l'UPR est une façon de se faire entendre sur sa position vis-à-vis de l'UE. Pour moi, c'est la seule façon de m'exprimer sur ma position vis-à-vis de l'UE. Je t'assure, il y en a plein d'autres, Evelyne. Hein. Il y en a vraiment plein d'autres. Mais c'est une façon comme une autre qui est toujours correcte. Frédéric, je te remercie. Tu précises donc pour retrouver l'un des animateurs des Gilets jaunes constituants dont je vous parlais. Cherchez sur Facebook Wilson Sirius. C'est un bon copain. Vous pourrez même trouver une vidéo sur YouTube où on avait fait un débrief ensemble. Voilà, si vous cherchez bien, vous verrez, c'est vraiment quelqu'un qui est très très bien. Laurent, merci à toi de nous recommander. Bah, c'est normal, vous faites le taf, donc franchement je peux pas dire autre chose. Vous faites le taf et vous le faites super bien. Vous êtes rigoureux, vous êtes sérieux, vous êtes pacifique, vous êtes intelligent. Voilà pour moi des vrais activistes. Josette, Wilson t'estime beaucoup, ils axent actuellement sur les autoroutes. L'estime elle est totalement mutuelle, hein, il le sait Wilson. D'ailleurs je pense qu'on va se revoir certainement là pour la prochaine. Je rappelle que le 8 juin prochain on organise une ressucée là pour la tournée des médias et j'espère que vous serez nombreux à venir parce qu'il va falloir un moment qu'on mette la pression et quelque part c'est aussi un petit peu à vous de faire le boulot de com que je peux pas toujours faire et vous savez que je suis mauvais et que j'aime pas la com, donc c'est vrai que je vous demande beaucoup mais faites-le, partagez beaucoup et puis venez vraiment. Emmanuel, il faut une constitution provisoire de transition. Bon, une constitution provisoire, une constitution de transition, ça suffirait. J'en ai rédigé une, donc je suis d'accord. Mais je pense qu'il va falloir quand même, avant d'envisager une constitution de transition, faire avec celle de la 5e. D'abord parce que, honnêtement, encore une fois, l'armée et les fonctionnaires qui sont habitués à une certaine façon de travailler vont pas nous dire oui, on redémarre tout à zéro avec des nouvelles façons de concevoir nos institutions. C'est pas comme ça que ça va se passer. Si on veut avoir leur assentiment, il faut d'abord fonctionner avec la 5e, le temps déjà de virer l'oligarchie, de mettre un gouvernement provisoire qui lui-même pourra justement, avec un secrétaire d'État à la constituante, peut en accélérer déjà, nous proposer une constitution provisoire correctement rédigée avec tout un tas de garde-fous démocratiques qui nous intéressent. Donc en 6 mois, mettre au référendum une très bonne constitution qui aura été peut-être rédigée par un petit comité, mais qui au moins sera une proposition d'avant-garde, qui sera toujours meilleure que la nôtre.
et ensuite laisser en parallèle des travaux constituants se faire sur le long terme pour savoir ce qu'on gardera de cette constitution provisoire, de ce qu'on jettera, de ce qu'on améliorera. Et voilà, il faut y aller étape par étape et respecter les institutions, c'est le plus important. Jérôme, Gilets jaunes constituants, c'est mon suivi et je confirme, ils sont très intéressants. Toujours en osmose. Nicole, merci pour ta réponse Sylvain, j'ai bien compris. Bonne fin de journée, je dois partir. Et bonne fin de journée à toi aussi. Josette, oui voilà, un gouvernement de transition et le peuple donnera son avis par référendum. Totalement d'accord. Mais je pense que par contre aussi il faut bien voir qu'on est une minorité agissante. Hein. Les révolutions, c'est pas fait par la majorité du peuple. La majorité du peuple peut être avec nous. C'est quand même assez moutonnier hein, dans les révolutions. La majorité a tendance à se laisser guider et pas trop se prendre la tête en faisant confiance. Sachant en plus que là, peu importe quel gouvernement provisoire on instituerait, qui en serait à l'origine, quel serait le nombre de personnes qui auraient été à l'origine de ce gouvernement-là, qui l'aurait plébiscité, on va dire. Il est là que pour quelques semaines, le temps que des élections présidentielles soient réorganisées. Donc de toute façon, il ne durait pas bien longtemps. Par contre, mettre des intellectuels que l'on aime bien, c'est pour ça que je cite souvent des intellectuels que j'aime bien, on peut être d'accord ou pas, mais disons que c'est un point de départ pour dire je suis pas d'accord sur tel ministre que tu proposes sur ce poste-là, je verrais bien tel autre. Et c'est une façon de le dire. Donc je vous dis, moi aux affaires étrangères, je mettrais bien Alain Chouet ou Asselineau, ou pour le même poste à la défense, je mettrais aussi des gens comme Alain Chouet justement. Pour l'intérieur, je mettrais très volontiers Alexandre Langlois qui soutient les Gilets jaunes, qui est un policier syndiqué à Vigie, qui est vraiment intéressant à suivre. Au secrétariat à la constituante d'État, à la constituante, je mettrais bien justement Étienne Chouard. Voilà, il y a des tas de postes comme ça où l'éducation nationale, je mettrais bien Franck Lepage. En fait, on peut s'amuser à proposer des personnalités qui ont une vision politique qui nous intéresse. À l'économie, Jacques Sapir, c'est souvent un type que je cite. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord. Ce qui compte, c'est juste de dire je cite une personnalité parce que sa vision politique m'intéresse. Que c'est pas quelqu'un qui nous trahit, que c'est un intellectuel qui depuis longue date fait de la pédagogie populaire et essaye de nous éveiller sur certaines considérations et proposer des choix alternatifs. Ce sont des personnes qui font les lois. Il n'y a pas de loi qui apparaît par l'opération du Saint-Esprit. C'est pas le peuple tout entier comme ça qui fait les lois. On peut les faire par référendum, il faut déjà avoir le contrôle pour ça. Donc à partir du moment où on présente un gouvernement provisoire constitué d'un certain nombre de personnalités et sur lesquelles des gens vont poser leurs désaccords, en fait on est déjà en train de réfléchir à un gouvernement idéal. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est un exercice politique qui est très intéressant, ça nous évite de parler en fait des détails, des considérations politiques, mais plutôt de nous intéresser directement aux personnes qui peuvent nous apporter la vision politique qui pourrait nous fédérer. Liliane, Macron ne partira pas de lui-même, alors comment faire? L'idée c'est justement d'abord de reprendre le contrôle des médias, parce que si on n'a pas le contrôle des médias, on ne peut pas dresser le réquisitoire pénal d'Emmanuel Macron, notamment sur certaines affaires. Alors, il y a l'affaire Alstom, où c'est clairement de la haute trahison, c'est codifié par l'article 411, 3 et 5 du code pénal sur cette affaire, on va dire. Il y a quelles affaires? Le financement du terrorisme sous Hollande, puisque des armes ont été livrées à des terroristes en Syrie, des armes françaises, et ça c'est Hollande qui l'avait décidé. Et il se trouve qu'Emmanuel Macron était son ministre des Finances et faisait partie d'un autre truc qui s'appelle le secrétariat général à la défense et à la sécurité, qui contresigne des accords de vente d'armes. Donc il avait une responsabilité claire. Enfin, un autre point de détail, il y a aussi les missiles qu'il a envoyés sur la Syrie. Là, il a complètement violé le droit international, constitutionnel. Il peut tout à fait être traduit devant la cour de justice internationale, selon les... vous cherchez sur Google les articles 8 des statuts de la Cour pénale internationale, vous allez voir, vous refaites la relation avec les missiles en Syrie, c'est bon. Et puis je vous ferai remarquer quand même que c'est un tyran, là, il est en train de réprimer son opposition politique dans la violence. Donc à partir du moment où il se conduit comme un despote sanguinaire, ça nous fait une nouvelle charge contre lui. Donc ça, il faut le présenter dans les médias pour le délégitimer. Dire que ce type-là, en plus d'être un usurpateur, n'est pas légitime parce qu'il ne se comporte pas comme un authentique président de la République. Il ne respecte absolument pas la Constitution, les lois françaises et le droit international auquel il est assujetti.
Donc là-dessus, nous pouvons donner des arguments une fois qu'on aura pris le contrôle des médias qui valent sa destitution, et pareil pour le gouvernement puisqu'ils ont tous des responsabilités. L'autre point d'achoppement, c'est qu'il va nous faire alors le soutien de l'armée. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'idéologues qui se disent ah ça y est, c'est un putschiste, il va nous amener justement l'extrême droite, parce que si on en appelle à l'armée, c'est qu'on est un rachot qui est très militariste, etc. Non, c'est juste que réfléchissez, les Algériens qui ont démarré leur révolution des mois après nous, il aura fallu 2 semaines pour virer Bouteflika. 2 semaines. Les Tunisiens, il aura fallu 1 mois pour virer Ben Ali. Pourquoi? Parce que l'armée s'est positionnée du côté du peuple. Donc si nous, on ne vient pas, si on n'appelle pas l'armée à faire pression, ça ne veut pas dire prendre le pouvoir, ça veut dire faire pression pour virer ce salopard, on ne va pas s'en sortir. À un moment, c'est l'armée le vrai pouvoir. Hein. Le pouvoir des armes, c'est le vrai pouvoir étatique. Et il y a un gouvernement parce qu'il y a une armée dans un pays. C'est pas l'inverse. C'est pas parce qu'il y a un gouvernement qu'il y a une armée. C'est parce qu'il y a une armée qu'on a besoin d'un gouvernement. Donc là, c'est la philosophie du droit, la philosophie politique. Je ne vais pas remonter à des millénaires de construction des États. Simplement, comprenez qu'on a besoin de l'armée pour déjà calmer les espèces de voyous déguisés en flics. Alors, je dis pas que tous les flics sont des voyous. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des très bons flics. D'ailleurs, je fais le distinguo. Mais il faut être clair. Les flics entre eux ne sont pas capables de donner des coups là, aux espèces de crapules qui se comportent comme des voyous, de leur dire tu dégages, enfin de leur dire voilà, il faut virer ces malpropres qui défoncent notre honneur, notre éthique de travail, nos procédures. Ce sont des chiens fous qui obéissent à une tyrannie, c'est pas des flics. Donc pour les calmer, il faut qu'il y ait une institution plus forte qu'eux encore, et c'est l'armée. Donc l'armée a 2 logiques dans une révolution: calmer la flicaille qui se comporte comme des voyous, comme des chiens serviles du pouvoir, et en même temps faire pression sur la tyrannie au pouvoir pour la faire dégager. Donc rappelez-vous combien de temps ça a duré pour l'Algérie et la Tunisie récemment. L'armée est le cœur nucléaire de l'État. On en a besoin, il faut aller devant les régiments, ce qu'ont fait d'ailleurs les Gilets jaunes constituants. Il faut clairement interpeller l'armée. Alors, Emmanuel, il faut se méfier d'un gouvernement de transition qui ne serait pas contrôlé par une constitution provisoire. Bah oui, mais enfin à un moment il faut être logique. Je te l'ai dit, il y a une logique institutionnelle qui fait que l'armée justement, mais aussi les magistrats, les fonctionnaires, ne répondront pas d'une constitution provisoire qui demande un certain temps pour être mise en place. Donc ils ne répondront que de la constitution qu'ils connaissent, telle que les institutions fonctionnent. Il faut être patient, une chose après l'autre. Albert, sinon tu vas bien, bise révolutionnaire. Bah la bise à vous 2 aussi, à vous 3 je dirais, Albert, parce qu'on se connaît bien. Et ouais je vais bien, ça va beaucoup. Et toi j'espère que tu vas bien par contre Albert, parce que je sais que tu as quelques soucis de santé, que ça s'améliore. Evelyne, et en plus on apprend beaucoup de choses avec les GJ constituants car ils travaillent très bien leur dossier. Avant leurs opérations, ils jouent le rôle d'éducation populaire et éveillent les esprits. C'est tout à fait le cas, c'est vrai, donc c'est pour ça que j'admire leur boulot. Laurent, je vous propose de jeter un coup d'œil sur la constitution transitoire suspensive du Phénix français. Ouais, c'est un très bon travail qui a été fait, qui peut faire voir ce que c'est qu'une constitution transitoire. Un modèle, il y a quelques modèles comme ça qui existent sur le net. Le Phénix français a fait un très très bon boulot. Allez jeter un œil, cherchez sur Google, ça vous fera voir qu'il y a des perspectives. Et Emmanuel lui propose un lien, je ne vais pas vous citer le lien parce que c'est compliqué, mais vous le retrouverez. Arsène, salut Baron, Sylvain je préférais, j'en sais rien, je m'en fiche que tu sois au pas d'extrême droite, mais quel narcissisme, égocentrisme, mais bon, quand on fait de la politique, il faut défendre son image propre. Bonne chance et de toute façon tu as des idées intéressantes. Je suis pas narcissique, c'est faux justement Arsène, c'est ça que tu comprends pas, c'est qu'on n'a pas le choix pour pouvoir développer des idées, les transmettre, enfin on n'a pas le choix que d'être son propre messager. Si on ne parle pas, si on n'explique rien, comment veux-tu que des idées puissent apparaître? Je suis pas quelqu'un qui fait tous les jours des vidéos, c'est pas mon truc, hein, j'ai autre chose à foutre honnêtement. Je m'en fous, tu vois, par exemple, de me faire accuser d'extrême droite fondamentalement, et puis tu vois bien que le discours des talibans antifa, je m'en moque, quoi. Je me fous de leur gueule à chaque fois. Pourquoi? Parce que ça m'atteint pas, je sais qui je suis, les gens qui me connaissent savent qui je suis. Je suis pas du tout narcissique, mais j'ai pas le choix. À un moment, si tu veux pouvoir
faire entendre tes idées, bah oui, il faut communiquer. C'est chiant, c'est désagréable et c'est clairement désagréable pour moi. Je déteste cet exercice, mais il faut le faire. C'est pas une question de narcissisme. J'espère que tu comprendras un jour qu'il faut distinguer le truc. Josette, le peuple face à ces politicards qui ne font que détruire notre pays redécouvre la volonté de lutter pour le sauver. L'amour du pays renaît et c'est un côté très positif. Tout à fait d'accord. Yolande, dit ils peuvent tricher lors de leurs élections de maire européennes. Avec Rothschild aux commandes, on peut tout imaginer. Il y a déjà eu des... Enfin, déjà aux dernières élections présidentielles, il y avait quand même eu de la triche, hein, qui n'a pas permis d'annuler les élections. Mais enfin voilà, il faut clairement, pour ceux qui vont voter, je vous conseille quand même d'aller dans les mairies, assister au dépouillement et bien garder les comptes, les résultats que vous avez... Enfin voilà, conservez-les, vérifiez. Bonjour Marie. Laurent, tu es plutôt pour une démocratie représentative par des membres du peuple ou une démocratie directe? En fait, j'oppose pas les deux, Laurent. C'est que je suis d'abord un démocrate. Donc un démocrate, c'est quelqu'un qui pense, encore une fois, que le peuple doit pouvoir lui-même établir ses propres lois, les modifier, les abroger s'il le souhaite. Donc indépendamment d'une quelconque représentation. On doit pouvoir avoir aussi le contrôle sur notre représentation politique. Mais de fait, comme tout État doit avoir un gouvernement, à minima un gouvernement, parce que, je vais me répéter, c'est pour ça que j'aime pas cet exercice, parce que je me répète, mais pourquoi on a un gouvernement? Parce que, imaginons, voilà, on est fâché demain avec les États-Unis, et puis Trump pète complètement une pile, je pense pas qu'il le ferait, mais bon, imaginons, il nous envoie des missiles nucléaires sur la gueule. On a 2 minutes pour réagir. Vous croyez qu'on va consulter par le peuple par référendum ou qu'on va réveiller tous les députés pour reprendre une décision? Non, il va falloir qu'on ait quelqu'un qui soit légitime pour prendre une décision, pour pouvoir répondre, pour savoir quoi faire. Il y a 2 minutes pour réagir. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un appareil exécutif qui prend des décisions pour nous et qui doit être légitime. Ça ne peut pas être des fonctionnaires ou des militaires qui ne sont pas mandatés par le peuple, qui ne sont simplement que des salariés. C'est pas la même chose. Le fait de mandater quelqu'un à des hautes fonctions dans l'exécutif, c'est lui remettre notre confiance pour qu'en cas de graves problèmes, de péril, il puisse réagir avec la légitimité populaire. Par ailleurs, le gouvernement a un autre rôle, c'est qu'il permet de mettre de la cohérence dans les lois. Par exemple, si nous, on a la démocratie directe, ou simplement qu'on prend ce que font les parlementaires, ils vont voter des lois particulières, mais sans s'intéresser à mettre en cohérence tout un ensemble. Si on veut par exemple avoir une vaste politique économique qui nous permet de renationaliser tout un tas d'entreprises qui nous intéressent et d'institutions, avec une politique de régulation, de décroissance, etc. Ça suppose des arbitrages tout azimut. Il faut une cohérence. Or, ce n'est pas des députés ou des citoyens qui peuvent se permettre d'avoir cette cohérence parce que ça tape sur quelque chose qui est trop systémique. Par contre, un gouvernement peut se permettre de développer cette cohérence programmatique. Et c'est pour ça qu'un gouvernement est essentiel. On a besoin d'un gouvernement qui soit révocable, qui soit légitimé. Chaque ministre doit être élu par le peuple. C'est pas un président pour lequel on vote et qui ensuite décide pour nous du gouvernement. C'est nous qui devons décider du gouvernement. C'est ce que je pense. Et de la même façon, je suis d'accord avec Étienne, nous devons avoir un parlement tiré au sort, c'est bien plus représentatif qu'un parlement élu. Et j'ajouterais un parlement monocaméral, ça veut dire une seule chambre. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, on n'en garde plus qu'une. J'aurais tendance à garder le Sénat parce qu'actuellement, le Sénat est celui qui est en train de finalement nous aider un peu. Donc voilà un petit peu ma pensée. En fait, c'est combiner le tout. Démocratie directe et démocratie représentative. Kedja me demande ce que je pense de Pierre Hillard. C'est un remarquable intellectuel. Il m'a permis de découvrir... je ne comprenais pas par exemple pourquoi il y avait des juifs ashkénazes et séfarades. Donc pour rappel, les séfarades sont des juifs arabes, très clairement. Donc qui remontent vraiment qui sont certainement issus des plus anciens juifs, qui sont vraiment sans doute les vrais hébreux, et les ashkénazes qui sont des juifs européens, donc qui n'ont rien d'arabe. Hein. L'antisémitisme, en fait, c'est un racisme contre les gens de locution arabe, puisque la langue sémitique, c'est ça les origines de la langue arabe.
Donc l'antisémitisme n'est pas approprié quand on parle des juifs ashkénazes, qui sont des Européens, qui sont ethniquement des Européens. Lui nous a permis de comprendre en fait d'où viennent les Ashkénazes, qui sont des Khazars, qui est une région, enfin, qui était historiquement un royaume ukrainien qui s'était converti au judaïsme et qui ensuite s'est exporté à travers l'Europe. Et la théorie de Hillard, c'est que le protestantisme est né en fait des vues juives, d'un certain nombre de doctrines idéologiques et politiques des juifs qui ont réussi à s'implémenter dans le catholicisme. Donc ensuite il part sur toute une réflexion sur le sionisme et puis l'influence du lobby, alors je vais pas dire lobby juif parce que ça voudrait dire que tous les juifs sont voilà, dans ces affaires là, alors que c'est pas le cas, mais en fait d'une certaine minorité très pro-Israël qui est très anti-France aussi. On peut citer Attali et BHL, ou je sais plus comment s'appelle l'autre député là, qui a une gueule de porc, qui est clairement un sioniste pur jus. Bon voilà, ces gens-là sont pas pour rien à certains niveaux de pouvoir, que ce soit dans les médias ou ailleurs, ou le fameux Parlement européen juif. Ces trucs-là, et Pierre Hillard s'est beaucoup renseigné. C'est un vrai intellectuel, un universitaire. Ça mérite, on devrait écouter un petit peu ce qu'il dit. C'est un historien, hein, donc c'est pas du tout un idéologue, c'est un historien. Après, comme c'est aussi quelqu'un qui est très catho, qui est très empreint de religiosité, il a son parti pris. Mais je pense que ce qu'il dit est très intéressant, très enrichissant intellectuellement. D'ailleurs, peu importe que l'on soit catho, juif, athée, ou voilà, c'est quand on est français, quand on aime l'histoire et qu'on veut comprendre un petit peu d'où remontent certains problèmes, voilà, c'est intéressant d'écouter Pierre Hillard. Marie, je suis désolé pour toi et pour nous d'être insultés de la sorte, mais complètement, parce qu'en fait c'est aussi quelque chose qui m'énerve, c'est que quand je suis insulté de ce genre de conneries là, d'être d'extrême droite ou pas, pour moi c'est tous les camarades qui viennent au turbin, qui ont des idéaux vraiment de partout et qui même ethniquement, franchement, vous venez aux manifs où on va, je veux dire, il y a de tout quoi. On n'est pas tous des petits blancs, il y a vraiment de tout. Ma compagne, elle fait partie de la communauté des gens du voyage, elle est à demi vietnamienne. Mon beau-père, il est africain, il est musulman. J'ai grandi dans une banlieue où justement il y avait de tout, il y avait voilà, où j'étais avec tout le monde. Être insulté de rachot d'extrême droite, je comprends pas. Et surtout, je trouve que c'est dégueulasse en fait pour les gens qui soutiennent, qui se battent avec moi, qui comprennent le sens du combat. Et c'est pas pour ma gueule d'ailleurs qu'ils se battent, c'est parce qu'ils trouvent que ça a du sens, que j'explique. Donc eux aussi, par extension, sont finalement accusés d'être d'extrême droite parce qu'ils soutiennent ce que j'explique, ce que je propose. C'est complètement dégueulasse cette façon de faire. On va continuer. Marie, exactement, tous au municipal, je suis d'accord. Josette, c'est toute cette politique carte qui doit dégager. Nous devons redémarrer une ère nouvelle sur des bases différentes, y inclure un temps limite et le principe constitutionnel. Marie, tu cites Bruno Mandrès, je ne sais pas pourquoi, peut-être que tu as quelque chose à dire par rapport à cette personne. Laurent, retrouver la souveraineté en commençant par les communes et régions pour ensuite remonter. Je suis tout à fait d'accord, surtout les communes. Arsène, arrêtons de rêver, de nous plaindre, attendons d'eux et agissons. Tiens, ça a changé, là vous voyez mon terrain, désolé, hop. Jean, peu importe ce qui est dit, peut-être même à tort, du moment que l'on reste soudé. Je suis assez d'accord, mais c'est difficile aussi d'être soudé. La convergence des luttes, j'y crois pas. Hein, moi par exemple, je ne vais pas m'associer à des gens qui sont hostiles à la France et qui veulent nous laisser enfermer dans l'Union européenne, ou des sectaires qui accusent tout le monde d'être d'extrême droite. Voilà, ces gens-là, la convergence des luttes, qu'ils aillent se faire foutre. Je ne travaillerai pas avec ces gens. Il faut être soudé avec des gens qui sont cohérents, qui sont logiques. Si je veux dire on a des oppositions idéologiques et politiques trop fortes, on ne peut pas être soudé avec des gens comme ça. Il faut être cohérent. Donc je préfère travailler avec des gens qui sont cohérents, qui veulent restaurer l'indépendance de la France, notre souveraineté nationale, donc en sortant de l'Union européenne, l'euro et l'OTAN, et qui veulent instaurer la démocratie. Moi, c'est mes 4 piliers. Si on instaure la démocratie
que l'on sort de l'Union Européenne, l'euro et l'OTAN, et au passage qu'on est cohérent sur le fait qu'une révolution c'est bien virer la tyrannie en place, voilà, vous êtes mes copains, peu importe ce que vous pensez, peut-être que vous serez plus à gauche encore que moi, ou plus à droite, je m'en fous, on est d'accord sur l'essentiel. Marie, tu en penses quoi des petites listes, l'initiative citoyenne ou patchée? J'en pense rien, je pense qu'elles vont diluer les votes et que ça, pour l'instant, que ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est mon opinion, hein. Je dis pas que c'est la meilleure, mais je pense que ça a plutôt une tendance à diluer. Une trentaine de listes, là, c'est quand même beaucoup, hein. Je continue un petit peu, mais là il me reste peu de batterie, donc on va pas rester. Didier, tu n'as pas un cerf-volant, pardon. Ouais, là en plus là je suis dans une région où il vente, c'est affreux. Au moins ça permettrait de profiter du vent intelligemment. Construire, tiens, c'est quoi ce problème? Hop. Construisons indépendamment, de manière organisée et apolitique, le système politique idéal suivra. On n'est pas apolitique, Arsène, tu es un être politisé, tu n'es pas partisan, c'est différent, mais personne ne peut se prétendre apolitique, c'est pas possible. Tu es un être politique. Fondamentalement, l'être humain est un être politique. Hop. Écoutez, il y a d'autres commentaires qui arrivent. Je vous propose de répondre plus tard à ces commentaires parce que je vais pas tarder à aller déjeuner, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vous remercie pour votre suivi et puis d'avoir interagi. Je suis désolé à ceux à qui je ne réponds pas aux commentaires que j'ai pas vu passer. Je prendrai le temps d'y répondre un petit peu plus tard. Je vous dis à tous, je vous souhaite à tous mes amitiés résistantes et puis lâchez rien. Vous en faites pas, on va y arriver, c'est juste un petit peu long, mais on va s'en sortir. Et j'espère que ceux qui se posaient des questions à mon propos, de savoir si j'étais d'extrême droite ou pas, peut-être commencent à nuancer leur point de vue. Allez, ciao à tous.